Nous allons parler d'un regard croisé de la faim dans le monde, la faim qui a atteint des niveaux préoccupants dans beaucoup de pays selon un rapport rendu public. La Côte d'Ivoire, les tensions et une faible affluence pour l'élection municipale, le Gabon, les premiers tours des législatives et la majorité absolue déjà pour le pouvoir, et puis le Togo. Sur la Commission électorale nationale indépendante, faut-il recourir de nouveau à l'arbitrage de la CEDEAO? Ces questions, je les pose ce soir à David Djagbavi. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir Timas Dikodo, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir David. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. On va commencer donc avec cette situation de la faim qui se trouve encore à des niveaux très préoccupants dans une soixantaine de pays selon un indice mondial réalisé par les ONG irlandaises Concern Worldwide et allemandes Weltungerhilfe. Elle est à un niveau grave et alarmant dans 51 pays comme le Tchad, le Yémen, le Madagascar, la Zambie ou la Sierra Leone, et extrêmement alarmant en République centrafricaine selon donc ce rapport présenté cette semaine à Milan par l'organisation humanitaire italienne CESVI. Les ONG se disent par ailleurs très préoccupées par la situation de 7 pays comme la Somalie, le Burundi, la Syrie, où elles n'ont pu recueillir que des données partielles d'IMAS. La situation donc de la faim dans le monde, très, très préoccupante. Qu'est-ce qui l'explique aujourd'hui? Cela est dû simplement au manque de solidarité entre les hommes. Nous, les terriens, nous ne voulons plus partager. Tout est devenu capitalisme et on calcule uniquement les intérêts avant de bouger. Donc, cela est dû essentiellement à cela. La première partie, en seconde partie, on peut parler de la paresse. De la paresse des pays africains. Nous ne sommes pas mis au travail par nos dirigeants et l'agriculture, surtout vivrière, est négligée maintenant au profit de l'agriculture industrielle. Et donc, ce qui fait que à chaque fois, dans certains pays, comme notre pays, on parle d'excédent. D'excédent de récolte de vivriers. Mais au fin fond, vous n'allez même pas savoir comment est-ce que ces excédents sont exploités. En principe, si nous cultivons l'esprit de solidarité, qui est en réalité une marque africaine, nous pouvons exporter ces excédents-là pour aider les autres pays qui sont en difficulté. Donc, en réalité, nous avons des terres véritablement arables qu'on pouvait exploiter. Vous ne pouvez pas comprendre que des gens qui habitent des endroits comme au Togo, je parle du Togo bien sûr, des pays, des coins comme des régions, des plateaux, puissent venir souffrir à Lomé au lieu de rester là-bas où on peut trouver à cultiver un peu, mais survivre. Du moins, c'est vivre décemment. Mais maintenant, on préfère venir galérer à Lomé parce que tout le monde... Donc, je pense que, premièrement, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas partager. Nous sommes devenus paresseux aussi. Les pays ne sont pas mis au travail pour qu'on puisse valoriser l'agriculture de façon à ce qu'on puisse avoir réellement ce qu'on appelle excédent pour pouvoir partager avec les autres. Ici, aujourd'hui, maintenant, vous allez voir qu'on attend les pluies pour cultiver. Ce n'est plus cela dans beaucoup de pays du monde entier. On n'attend plus les pluies tombées du ciel. C'est comme on attend la manne là. Non, c'est fini, ce temps est révolu. Maintenant, il faut une agriculture irriguée. Quand on voit des pays comme l'Israël qui cultivent dans le désert, non, mais nous avons des fleuves qui baignent partout, de grands fleuves, mais nous sommes paresseux. Nous ne travaillons pas comme il faut. David, c'est terrible, comment on explique ça? Est-ce que la réduction de la faim est une priorité pour les gouvernants dans ces pays? Parce que la plupart de ces pays dont on parle sont en Afrique. C'est le triste constat qui est fait d'abord. Quand vous regardez un peu le rapport qui a été produit par ces organisations,
la majorité des pays viennent de l'Afrique. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que il y a un facteur qui pousse à la famine beaucoup plus, c'est la guerre. Ouais. C'est la guerre. Quand il y a la guerre dans un pays, vous avez vu, ils ont cité certains pays, la Somalie, la Sierra Leone qui avait aussi été traversée par la guerre. Lorsqu'il y a la guerre dans un pays, il y a forcément la famine. Le cas du Soudan, le cas de l'Éthiopie dans le temps qui avait été décrié sur les panels internationaux et tout. Et naturellement, il n'y a plus la guerre là-bas, mais il y a la faim. Oui, parce que j'entrime beaucoup. Ça, c'est les affres de la guerre, c'est-à-dire les conséquences directes de cette guerre-là, qui a plongé le pays, les habitants, dans une famine indescriptible. Il y a aussi beaucoup d'autres facteurs. Dimas parlait tout à l'heure de la non-exploitation des terres en Afrique. On a des terres très riches, mais malheureusement, on ne les exploite pas pour les siens. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus traditionnelle, n'est plus manuelle comme on a l'habitude de le voir dans les champs, un peu partout. L'agriculture aujourd'hui est devenue une agriculture moderne et modernisée, avec des machines, des appareils pour véritablement aller puiser le fond de la terre et sortir de la nourriture. Et donc, les gouvernants aujourd'hui doivent comprendre qu'il est temps que l'image de l'Afrique soit polie à l'international. Parce que de dehors, quand on parle de l'Afrique, on parle d'instabilité politique, on parle de coup d'État, on parle de guerre, on parle de famine. Et donc, il est temps que ces gouvernants comprennent que l'Afrique dispose de beaucoup de richesses qui devraient normalement être exploitées pour le bien de la population et non pas pour leur bien personnel. Et donc, c'est un défi qui est lancé. Aujourd'hui, moi, je suis un peu surpris quand j'entends dire que les organisations internationales viennent au secours de l'Afrique parce que l'Afrique a faim. C'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est l'Afrique qui devrait nourrir le monde. C'est l'Afrique qui devrait produire et alimenter. Hein? Ça fait vraiment mal. Mais aujourd'hui, le constat a dégagé aussi que beaucoup de pays ont compris la nécessité de changer les choses. Avant, quand on parlait de l'Éthiopie, on avait parlé de la famine en Éthiopie dans les années 80. C'était extraordinaire. Et un groupe d'artistes américains avait même fait une chanson pour interpeller la communauté internationale sur le désastre qui secouait l'Éthiopie avec cette famine dans le temps. Et donc aujourd'hui, le constat a dégagé que les choses semblent avancer. Je pense que les Africains ou l'Afrique en général doit s'inspirer de l'expérience de l'Israël. Quand on vous dit qu'en Israël, on n'a pas de terre cultivable, mais les Israéliens sont allés chercher des terres cultivables dans le désert avec le kibbutz. C'était extraordinaire. Quand vous allez aujourd'hui dans certains pays en Europe, le Pays-Bas par exemple, qui ne dispose pas de terres véritablement cultivables, mais aujourd'hui quand vous allez en Hollande, vous avez la possibilité de pouvoir cultiver. Il faut que l'Afrique aussi se développe à partir de ces schémas-là. Alors que nous, on n'a même pas besoin de transformer quoi que ce soit pour faire notre agriculture. Et moi, quand je vois des Africains utiliser abondamment l'engrais, je me dis, mais c'est quoi? Et puis nos agriculteurs, nos agronomes, ceux qui ont étudié l'agriculture, quand ils viennent, ils reviennent, ils veulent rester au bureau. Et même s'ils veulent pratiquer l'agriculture, c'est comment utiliser les engrais, comment faire ceci, comment faire cela. C'est quand même ahurissant qu'on puisse en arriver là, quoi. Qu'on veut pratiquer ce qui se passe à l'extérieur, au point où, une fois, je discutais avec des amis à propos des panneaux solaires, là. Et il me faisait des calculs bizarres. Et il dit, mais en Europe, on en a fait, c'est de l'échec. Mais en Europe, il n'y a pas le soleil. Non, il n'y a pas le soleil, il doit avoir de l'échec. Ça, c'est tout à fait normal. Oui, alors que nous avons le soleil tous les jours de l'année. Vous voyez? Mais avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Dans des cœurs reculés où il n'y a pas l'électricité, on peut l'utiliser pour pouvoir faire tout ce que nous voulons. Et surtout exceller dans les produits de contre-saison. Mais vous allez voir que
Au Togo, par exemple, c'est en période de tomates que vous allez trouver les tomates. En période de gombo, vous allez trouver des gombo. On arrive, oui, mais on arrive, on importe les oignons. Oui, mais nous importons les oignons du Burkina, du désert. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je pense qu'on doit véritablement retourner vers la terre et essayer réellement de puiser tout ce qu'on peut puiser de la terre. Et puis aujourd'hui, l'Africain est devenu paresseux. Ouais. L'Africain ne veut plus aller au champ. Parce que c'est perçu quand même comme une activité très pénible aujourd'hui. Pénible parce qu'on a voulu rester dans le primaire, dans l'agriculture primaire. C'est ça qui fatigue ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir visité des domaines agricoles dans la région de la Normandie en France, dans le nord de la France. Toute la région, vous allez voir plus d'espace cultivé. Vous allez voir plus d'espace cultivé que des bouses. C'est des hectares sur des terrains qui sont exploités par une seule ou deux personnes. Parce qu'ils ont des machines. Mais ils prennent leur voiture avant de circuler, avant de vérifier le champ, quel est ceci, avant de suivre le champ. D'autres prennent de l'hélico pour le faire. Donc ici, il faudrait que, en tout cas, nous, pour le moment, le Togo, il est à l'abri de la famine. On a eu cette chance aussi d'avoir très tôt compris la philosophie de l'ancien chef d'État Feu Yadema, qui avait développé la politique de la... La terre ne trompe pas. La terre ne trompe pas. Il avait une formule, la Révolution verte, qui avait permis aux Togolais de véritablement s'investir dans l'agriculture. Mais les autres pays, vous savez, quand ça touche un pays, vous avez de fortes chances d'être atteint aussi. Parce que quand les gens ont faim dans un pays, ils fuient le pays pour venir dans un pays frontalier où il y a peut-être à manger. Et donc, il faudrait que l'Africain comprenne la nécessité aujourd'hui de moderniser son agriculture et de s'adapter aux exigences de l'heure. On ne cultive plus avec la roue. On ne produit plus aujourd'hui avec le coupe-coupe. On ne sème plus avec la main. On sème avec des machines. Si nous produisons avec la houe, les coupe-coupe actuellement, les responsables de ce fait, de cet état des choses, c'est premièrement l'État et deuxièmement c'est les fonctionnaires, ceux qui ont des moyens, du moins les fortunés, ceux qui ont des moyens de transformer l'agriculture en autre chose. Alors, nous préférons acheter le maïs durant toute l'année que de chercher à cultiver un champ, un espace, nous-mêmes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, il va falloir que nous-mêmes, nous puissions nous dire, aujourd'hui, je ne vais plus aller acheter le maïs, que moi-même j'en cultive. Et on n'a pas besoin aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller. Je ne dis pas qu'un fonctionnaire doit abandonner son bureau pour aller travailler dans le champ. Mais il y a des gens déjà dans le champ, il peut leur donner les moyens pour pouvoir le faire. Et peut donner des outils qu'il faut. Les gens ont des moyens d'acheter des tracteurs. Oui, mais le problème, c'est que, par exemple, dans nos États, il n'y a pas de banque agricole. Donc, il n'y a pas de financement du secteur agricole. Le Togo avait une formidable banque. CNCA. CNCA, oui, qui a été torpillée vite. Caisse nationale de crédit agricole. Mise en place par Yadema dans le temps pour soutenir les agriculteurs togolais. Un beau matin, l'argent a disparu et la caisse a été fermée. Les gens ont bouffé. Voilà. C'est tout le contraire de ce qui se passe en Europe. Vous n'entendrez jamais parler de famine. Peut-être dans un pays où il y avait eu la guerre avec les Balkans, la Yougoslavie, etc. Mais l'ensemble des pays de l'Union européenne est protégé contre la faim. Pourquoi? Parce que ces gouvernements respectifs ont compris la nécessité d'investir dans le développement de l'agriculture en donnant les moyens financiers. Vous savez, en France, l'État français fait des prêts aux agriculteurs. Il y a même des subventions. Voilà. Et quand ce qu'on interdit à nos gouvernants ici, ils sont interdits de subventionner les agriculteurs. Et quand vous cultivez un certain nombre d'hectares, vous avez droit
à des indemnités pour vous permettre de relancer. Ils le font pour nous affamer, nous autres ici. Ils le font sciemment. Ils empêchent nos États de trouver des financements pour nos agriculteurs. C'est vrai que l'État doit le faire. Hein. Quelqu'un va me dire qu'il ne faut pas. Mais non, mais c'est des prêts qui sont pratiquement interdits par Quel projet de FMI ou de Banque mondiale vous avez vu qu'on a dit que ben voilà, vous devez faire tel prêt à tel ceci? Non, ils n'en ont pas. Si vous voulez construire de grandes routes et tout ça, là, on va dire le FMI a financé ceci, on a fait ceci, et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Et donc ils font tout, non seulement pour nous empêcher que nous nous développions dans ce sens, et nous aussi nous les accompagnons bêtement, mais aussi ils viennent créer des guerres. Oui. Ils viennent créer des guerres artificielles chez nous. Les guerres, si vous voyez les armes qu'utilise Boko Haram, c'est fabriqué au Nigeria? Non. Vous allez voir, c'est des marques, vous allez voir des marques françaises, vous allez voir des marques russes, vous allez voir des marques américaines et tout ça là, qui circulent là-bas. Même les Chinois. Vous voyez? Donc c'est inadmissible. Un point qu'il faut soulever, c'est vrai qu'on dit qu'il faut investir dans l'agriculture, mais quel type d'agriculture? Parce que quand vous voyez une société comme une société américaine, où on cultive beaucoup, et par exemple, le maïs qui peut, en un mois, vous avez des tiges de maïs qui sont sorties. Tu ne peux pas obtenir un financement pour le maïs. Est-ce qu'on peut se permettre ces genres de cultures-là où on met des OGM, par exemple? Mais on n'a pas besoin. Les terres africaines sont naturellement riches déjà. On a l'engrais naturel en Afrique. Et donc, on n'a pas besoin d'empoisonner cette agriculture. Non. Parce que le problème ici, c'est que les Africains ne sont pas arrivés à toucher la valeur essentielle de la terre sur laquelle nous cultivons. Vous pensez que si c'est les Américains qui ont... c'est parce qu'ils n'ont pas nos terres riches qu'ils utilisent l'engrais. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture bio. Pourquoi? Parce que les dégâts que les engrais ont causés dans l'organisme de l'homme, c'est effrayant. Donc il faut changer. L'Africain ne mange pas périmé, l'Africain mange naturel. Mais malheureusement, nos États, nos gouvernements n'ont pas compris la nécessité d'investir de l'argent dans l'agriculture. Quand vous allez au Maroc, il y a un fonds souverain qui est mis en place pour développer l'agriculture dans ce royaume. Et ça fait, quand vous avez la chance de visiter des terres cultivables, vous êtes séduit. Vous avez le matériel technique, les équipements qu'il faut. Ici en Afrique, on ne veut pas. Ce qui crée cela, c'est pas aussi que par exemple chez nous, les terres sont plus les propriétés, c'est des micro-terres là. C'est pas de grands espaces que chacun a. Finalement, donc, je me contente de cultiver mon petit espace, mon voisin fait. Non, mais même en Europe, vous allez voir des gens avoir de petits espaces, hein, mais ils cultivent. C'est pas tout le monde qui a de grands espaces. C'est pas tout le monde qui a. Mais tu quittes Lomé jusqu'à Dapaon, tu vois combien de terres? Tu vois combien de champs? Il y a beaucoup de terres, mais il y a combien de champs? C'est ça. Il y a des hectares que nous pouvons acquérir et faire un travail utile. Vous savez, on va continuer la discussion, le temps juste de marquer la très courte pause.